Let's go. Cancun, le podcast. Bonjour, je m'appelle Anne-Paul et le cancer m'a dit coucou un matin de janvier 2021. 2 ans après, j'ai voulu fonder l'association Cancun. Pourquoi Cancun? Can pour cancer et Kun pour cocooning. Qui est Cancun? C'est une association qui a pour but d'accompagner l'entrepreneur qui cohabite avec son cancer. Et je précise tout type de cancer et handicap lié, qu'il soit visible et invisible. Notre mission est de lui créer une passerelle vers notre réseau d'entraide. Nous sommes créateurs d'événements avec la vocation de réunir dans un même lieu tous les intervenants d'un parcours autour de la maladie, afin de booster l'envie de combattre sans tabou. Pour cette deuxième table ronde de Cancun, qui a pour thématique le maintien d'activité professionnelle à l'annonce pendant et post-maladie, nous accueillons plusieurs intervenants, 2 entrepreneurs et 2 représentantes d'associations bénévoles cancer. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous inviter à vous asseoir. On va commencer cette table ronde. Avant toute chose, je tenais dans un premier temps à remercier Sidonie Laban qui nous accueille ici chez Cité Fab pour cette seconde table ronde qui a pour thématique le maintien de l'activité professionnelle avant, pendant et après la maladie. Donc merci Sidonie de nous recevoir ce soir dans ce lieu magnifique. Et je vais te laisser un petit peu la parole juste pour présenter Cité Fab. Ensuite, je remercierai évidemment Anne-Paul. Très bien, c'est moi qui vous remercie. On est heureux de vous accueillir. Cet espace, c'est un îlot qui accueille des entreprises, des entrepreneurs. Et Cité Fab en fait partie. Cité Fab, c'est un coworking qui est dédié aux professionnels de l'immobilier, de l'architecture, du design. On est là pour œuvrer pour la fabrique de la ville. Et puis, notre ADN, c'est de s'occuper particulièrement des entrepreneurs, des jeunes pousses, mais aussi des entreprises qui viennent s'implanter sur notre territoire. Et donc, il était important pour moi de vous accueillir chez Cité Fab afin de sensibiliser ce secteur, mais surtout ces entrepreneurs qui sont incubés dans nos espaces. Alors, je ne suis pas la seule dans cet espace. On a aussi Upside, qui est un promoteur immobilier, et Rougerie Tangram, qui donc Emmanuel Dujardin, qui est le fondateur de Cité Fab et de Rougerie Tangram. Voilà, donc on est ravis aussi de vous accueillir, d'œuvrer, d'être engagés en aidant les associations, en vous accueillant dans ces espaces. Et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci à vous une nouvelle fois. Et je ne vous présente plus aussi, je vais quand même vous la présenter, Anne-Paul Tomasi, donc, qui est la fondatrice de l'agence Hulket, mais également la fondatrice de Cancun Lasso. Donc merci Anne-Paul pour toutes ces belles initiatives, parce que sinon on ne serait pas là si tu n'avais pas fait tout ça. Et on va te laisser présenter l'association. Merci Catherine. Bonjour, Anne-Paul Tomasi de l'association Cancun. Je vous présente cette association qui a pour but tout simplement d'aider l'entrepreneur dans la maladie, mais pas que. On est vraiment sur des handicaps visibles et invisibles, tout handicap lié, et le petit plus qu'on peut mettre en avant, en tout cas, qui est complémentaire à d'autres associations qu'on a pu suivre et que vous allez découvrir tout à l'heure, on est créateur d'événements qui a pour vocation de mettre en avant une passerelle entre l'entrepreneur et un réseau d'entraide. Si vous voulez, on a énormément de difficultés pendant la maladie à trouver ces réseaux d'entraide, et je vous propose tout simplement de mettre sur un plateau, d'une manière un peu plus moderne, toutes ces associations, ces personnes et ces intervenants dans ce parcours de la maladie qu'on connaît si bien. Voilà. Merci Anne-Paul. Je vais laisser Sidonie regagner le public. Merci. Et bonne soirée. Et je vais appeler les autres intervenants. Je vais leur demander de venir nous rejoindre et je vous les présenterai quand ils seront autour de la table. Venez, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je vais juste me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Catherine Mazella, je suis fondatrice d'Objectif Sport, bénévole et membre actif de l'association Cancun, et c'est moi qui vais, donc vous l'aurez compris, modérer cette table ronde ce soir. Merci. Donc voilà nos intervenants. Mystère, qui sont-ils? Alors, nous avons Chantal Morvan.
Bonsoir. Présidente de l'association CARE 13. Merci d'être parmi nous, Chantal. Nous avons Marjorie Fauché, donc, qui est directrice de l'association. Je ne suis pas directrice. Tu n'es pas directrice, tu es coordinatrice. J'aimerais bien, mais Sophie va m'en vouloir si je dis ça. Alors, non, non, dis-moi, reprends-moi. Je m'occupe du développement de l'association de l'ANIAC sur Marseille. Voilà, l'ANIAC. Et Arnaud Ciel, qui est fondateur de CA+, qui nous a rejoint également. C'est bon, j'ai fait qu'une faute. Tout va bien. Je tenais également à remercier, avant qu'on commence, Véronique Gonzalez, la fondatrice des Minettes en Goguette, Mélanie Paolettoni, qui est professeure de danse adaptée. Vous verrez tout à l'heure, il y aura plein d'animations fort sympathiques après la table ronde. Denis Rastrelli, qui représente aujourd'hui la formation OSE et le groupe Bonacera. Évidemment, tout le staff Cancun qui est ici ce soir et qui vient de nous aider et qui œuvre pour que ces événements soient possibles et réalisables. Et également les partenaires culinaires, donc Amov, Move & Bar, vous verrez dans la cour, et les gourmandises de Ruti. Merci beaucoup. Pour commencer cette table ronde autour du maintien de l'activité professionnelle, évidemment, j'ai envie de commencer par Anne-Paul. Anne-Paul, elle va nous livrer son témoignage, elle va nous expliquer pourquoi, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a créé cette association et qu'est-ce qui a été important pour toi, comment tu as pu en fait en arriver là et qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours une histoire assez compliquée et qui peut être un peu douloureuse au départ, mais alors tout simplement, j'ai eu un parcours maladie, j'ai eu l'annonce de la maladie en janvier 2021, ça a duré à peu près 2 ans. Et à l'issue de ça, j'ai trouvé ça assez fou de ne pas avoir les ressources et les informations qui sont primordiales à notre, on va dire, survie, aussi bien physique que psychologique et que morale. Et j'ai eu cette idée, en sortant de mon parcours, j'ai eu cette idée de me dire pourquoi pas créer une association qui mettra en avant tous les acteurs de ce parcours santé, en tout cas qui vont nous amener vers la rémission. J'ai rencontré plusieurs associations dans ce parcours-là, que ce soit CARE 13, que vous allez bientôt découvrir, toute la partie sophrologie aussi, et des acteurs aussi, tout simplement comme des infirmiers, professions libérales, aussi dans du sport, dans du bien-être. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir les mettre en avant, les faire connaître, pour éviter à d'autres personnes comme moi de passer son temps à chercher des informations primordiales alors qu'il y a tellement de choses à connaître et c'est assez difficile de faire un choix entre maintenir sa vie, concrètement, maintenir son activité professionnelle et survivre. Donc, il ne faut pas avoir de choix à faire dans ces conditions-là. Donc, Cancun est là pour concrètement vous aider à trouver le plus de solutions possibles et en tout cas à ne pas perdre de temps et à se consacrer sur sa rémission. Dans le cadre de nos échanges, on a beaucoup parlé de priorisation, on a beaucoup parlé de clients, on a beaucoup parlé de continuité professionnelle. Tu m'as dit que ça avait été très important pour toi d'avoir un entourage professionnel et personnel et que ça t'avait permis de faire le tri. Tout à fait. Concrètement, si vous voulez, quand on a l'annonce de la maladie, travailler, c'est toujours très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a les traitements, on a les rendez-vous, on est fatigué, on a un manque de concentration, on n'a pas la motivation. Donc tout ça, c'est très, très, très difficile. Et j'ai trouvé des solutions par le biais de plusieurs associations et d'intervenants qui m'ont permis de mettre en place un planning, comme un guide, une espèce de mode d'emploi pour maintenir mon activité professionnelle, mais aussi faire un tri et prioriser mes clients. C'est-à-dire tout simplement faire un choix, faire le bon choix. C'est faire le choix de travailler avec un client et avoir une communication saine et sereine et lâcher les clients qui ne sont pas du tout dans cette veine-là. Donc, j'ai pu, grâce à notamment CARE 13 et Christine et Chantal, mettre ce processus en place qui m'a aidée sur l'effet de filtre. Arnaud, on reviendra de toute façon, on va rebondir. N'hésitez pas aussi à intervenir vraiment parce qu'il y a des choses qui vont vous appeler à rebondir et n'hésitez pas, on est aussi là dans l'échange et dans l'interactivité, la spontanéité. Arnaud, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, Marjorie aussi, mais on y reviendra tout à l'heure.
c'est une contrainte positive. Oui, tout à fait. Oui, on peut vivre effectivement la... D'ailleurs, globalement, toutes les études, tous les bouquins de développement personnel convergent vers le même sujet. Peu importe, presque, toute proportion gardée, presque, peu importe ce qui nous arrive, tout dépend de la manière dont on le vit. Et cette notion de contrainte positive, c'est aussi une des manières dont on peut vivre la maladie. Et pour rebondir sur le témoignage d'Anne-Paul, et c'est amusant la synchronicité, j'étais ce matin en réunion avec un client qui n'a pas un cancer, mais qui vient de subir, je ne voudrais pas dire de bêtises, un quadruple pontage coronarien. Qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, c'est une opération cage thoracique ouverte et la rééducation est assez lourde et complexe pour lui. Et il m'expliquait quelque chose qui fera, je pense, écho. Il me disait, j'avais rendez-vous chez le cardiologue à 13h30 pour un rendez-vous normalement d'une demi-heure. Mais en fait, déjà, il ne m'a pas pris à 13h30, mais à 15h. Et en fait, le rendez-vous n'a pas duré une demi-heure, il a duré 1 heure. Et donc, total, je pensais rentrer chez moi à 14h, 14h30 pour reprendre le boulot. Et je suis arrivé à 17h30, excédé, fatigué. Et j'ai pas repris le boulot. Toute ressemblance avec des faits réels serait absolument fortuite. Donc, la maladie crée un champ de contraintes implacable que l'on subit. Et soit on décide définitivement de le subir et de se laisser abattre, soit on dit c'est une contrainte. Et c'est même une contrainte face à laquelle je vais m'adapter. Moi, je crois beaucoup, quand on est entrepreneur, à la notion d'auto-management. Quand on est entrepreneur, on dit « je suis mon propre patron ». Mais cette expression, je crois qu'il faut vraiment la décliner jusqu'au bout. Je suis mon propre patron et je vais donc m'auto-manager. Un entrepreneur humain, face à un collaborateur, une collaboratrice qui a une maladie, qu'est-ce qu'il fait ? Il adapte, par exemple, l'emploi du temps. Il y a le fameux mi-temps thérapeutique. On peut même adapter, si c'est un commercial, les objectifs. Eh bien, on pourrait s'auto-manager de la même manière. C'est-à-dire qu'on va créer un nouvel emploi du temps. Ok, mon jeudi après-midi est cramé parce qu'en fait, un médecin et respect de l'heure du rendez-vous, c'est 2 concepts qui sont incompatibles visiblement. Ok, je sais que j'ai rendez-vous à 13h30, mais en fait, je grille l'après-midi et je vais peut-être me constater que finalement, il y a 2 jours et demi qui sont pris sur mon agenda. Ok, c'est ainsi. J'adapte mes objectifs en fonction et je me donne de nouveaux objectifs adaptés à ces contraintes-là. Mais en revanche, j'ai toujours, par exemple, des objectifs professionnels, des objectifs commerciaux. Simplement, ils sont adaptés à mes nouvelles contraintes. Un peu comme aurait fait un bon patron avec moi-même. Et je suis avec moi-même un bon patron, une bonne patronne, et j'adapte. Et avec ces contraintes positives, j'établis un nouveau deal. Il y a un deal en termes de planning, mais il y a aussi un deal en termes d'état d'esprit, de mentalité. On a parlé aussi de ne pas baisser les bras, parce que c'est un combat. On a parlé de combat, évidemment, se battre contre la maladie. Aujourd'hui, ce combat, il est aussi mental, puisqu'on vient aussi garder, dans le cas d'une démarche commerciale, puisque aujourd'hui, je me permets de rappeler que toi, dans ton activité professionnelle, tu accompagnes les entrepreneurs à développer donc leur activité commerciale, mais c'est aussi continuer. Tu m'as parlé d'un article que tu as écrit, est-ce que tu peux l'évoquer, le commercial et l'infirmière ? Je trouvais ça hyper intéressant. Alors, c'est dans un autre cadre aussi, mais c'est en fait continuer aussi à avoir cette démarche pour garder à l'esprit que l'adaptation du planning, oui, on y reviendra de toute façon par ailleurs, mais aussi garder à l'esprit que cette force mentale, on peut continuer à l'avoir, on vient l'adapter. Mais donc voilà, je voulais évoquer avec toi ce petit article dont tu m'as parlé, que tu as écrit. À l'époque du Covid. Pendant cette merveilleuse pandémie, n'est-ce pas ? Oui, à l'époque du Covid, vous vous rappelez, c'était quand même une époque très atypique. Et entre autres, à l'époque, certains trouvaient absolument scandaleux qu'en plein confinement, certains commerciaux, certains entrepreneurs continuent d'avoir une démarche commerciale. Pour eux, la notion de confinement était presque associée à la notion de deuil national. Il fallait donc totalement s'arrêter, plus rien faire. Ça m'avait, moi, choqué, je crois. J'avais écrit effectivement cet article, le commercial et l'infirmière, en expliquant qu'au contraire, un commercial, un entrepreneur qui continue des démarches commerciales, c'est des démarches positives, ce sont des démarches de création de valeur, de création de richesse, et qu'au contraire, on peut être fier et
et que prospecter, c'est une des meilleures façons de financer l'hôpital public. En créant de la richesse, on crée de l'impôt et on crée de la prospérité aussi pour l'hôpital public et pour l'Institut Paoli-Calmette. Qui, paraît-il d'ailleurs, a un gros point d'amélioration qui est de répondre au téléphone. Je ne sais pas si on peut les alerter sur ce point. Paraît-il, c'est impossible de joindre l'Institut Paoli-Calmette au téléphone. Mais bon, ça, c'est une digression. Le message sera passé. Le message sera passé quand même. Donc, pour revenir, cette notion d'état d'esprit, oui, elle est très importante. La notion de combat contre la maladie, je pense que pour un certain nombre d'entre nous ici, c'est pas du tout un poncif. Il y a une vraie notion de combat contre la maladie. Et ce combat, on a entre autres aussi des chances de le gagner si on reste focalisé sur d'autres sujets que la maladie. C'est-à-dire que je pense que le fait d'avoir, à côté du combat contre la maladie, de continuer son business, de continuer ses démarches commerciales, permet aussi de détourner son énergie. Et là encore, c'était flagrant. Ce matin, ce client me dit, mais c'est dingue, ça fait 1 heure qu'on est en réunion. Et il m'avoue, il me dit, j'ai un outil pour suivre mon pouls. Et au début de la réunion, j'étais à 80. Et tu m'as apaisé, je suis à 60. J'ai dit non, c'est pas moi, mais c'est le fait qu'on parle d'autre chose. C'est le fait que ton énergie, elle est détournée d'un autre sujet et qu'on parle de sujets finalement qui sont plus légers. Surtout, tu vas de l'avant. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est prospectif, c'est vraiment dans d'autres projets qui sont positifs. Et j'allais dire, ça peut même permettre de faire de la prospection commerciale avec une dimension d'autodérision qui peut être extrêmement salutaire. Vous savez, dans la prospection commerciale, des fois, on se fait une montagne. On se dit, mon Dieu, je vais appeler ce prospect, mais peut-être qu'il va me dire non. Pire encore, peut-être même qu'il va être désagréable dans sa manière de me dire non. Et le fait d'avoir en parallèle le combat contre la maladie à gérer peut rendre finalement le risque que ce prospect nous éconduise, y compris de manière désagréable, va rajouter une dose d'autodérision extrêmement salutaire dans sa démarche de prospection commerciale. On va dire, ouais, c'est vraiment pas grave à côté des sujets que j'ai à gérer. Une prise de recul, en fait. Une prise de recul et qui peut même mettre finalement plus d'énergie positive encore dans la prospection commerciale parce qu'on se dit, ça au moins, là, ça c'est des sujets finalement qui sont pas graves, qui sont presque drôles. Et ça va me détendre. Ça va me détendre de faire de la prospection commerciale. Ça va me faire marrer à côté des sujets beaucoup plus graves que j'ai à gérer par ailleurs. Donc, ça peut même être une détente et ça peut être une bonne façon de se dire, bah, tiens, je vais faire du phoning, ça va me détendre. Alors celle-là, dis donc. On t'a pas vu venir. C'était bien vendu. Hein. Super bien vendu. Anne-Paul, est-ce que tu veux réagir par rapport aux propos de Arnaud ? Alors, oui, tout à fait, je suis d'accord sur ça. Ça nous a, enfin en tout cas, mon expérience m'a permis en tout cas de prioriser, de lâcher du lest et des choses basiques, toutes simples, de travailler, m'apaiser beaucoup plus que de passer mes journées en chimio ou en radiothérapie. Ça, évidemment. Mais l'avantage de... Alors, je ne sais pas si je peux dire que le cancer était salvateur, mais j'ai envie de le dire que oui. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de mettre en place une méthode de travail complètement différente et surtout de savoir dire non. Ce qui est très difficile dans ce milieu-là quand on est à son compte. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis depuis le début. Et je pourrais même rajouter qu'on devrait malheureusement pas traverser par la maladie pour avoir ce genre de réaction. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc, maintenant, je peux le mettre en place et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. On est sur une méthode de travail qui est plus respectable, aussi bien pour le client que pour moi-même. Donc, j'avoue que ça se passe beaucoup mieux maintenant. Voilà. Après, si je peux me permettre, juste un petit parallèle. Aujourd'hui, on est là pour parler du cancer et du maintien de l'activité professionnelle. Mais aujourd'hui, tous les propos qu'on tient, je pense aussi qu'ils peuvent être transposés dans tout ce qui est surmenage professionnel, dans tout ce qui est burn-out. Aujourd'hui, ramener, prendre du recul. Et alors, en effet,
ça a fait prendre conscience. On ne devrait pas tous en passer par là pour avoir cette prise de conscience. Mais en tout cas, aujourd'hui, les propos et tout ce qui sera diffusé autour de ces tables rondes, parce qu'on n'en est qu'à la deuxième, je vous rappelle qu'il y en aura encore plein d'autres, c'est une prise de conscience et pas du renoncement, justement, de la prise de recul. Donc là, on a parlé vraiment de combat, on a parlé de prospection, on a parlé de démarche commerciale, on a parlé de priorisation. Alors, c'est vrai qu'on est fort, on peut être fort, mais il faut qu'on soit accompagné. C'est là que je tourne mon regard vers Chantal, qui va nous présenter CARE13 et qui va nous expliquer comment vous accompagner, comment déjà les gens viennent vers vous, comment ils sont redirigés vers l'association, et aussi comment vous les accompagnez, dans quel cadre vous les accompagnez chez CARE13. Oui, bonsoir à tous, merci. Alors donc effectivement, CARE13 est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui a vu le jour en 2014, on a fêté nos 10 ans cette année, on va le faire de façon un peu plus formalisée l'année prochaine. Donc nous, on est dès l'origine, on est en charge et notre mission, nos statuts, d'accompagner l'indépendant quand il a effectivement une difficulté de santé. Alors initialement, historiquement, le cancer, mais aujourd'hui, ça peut être du diabète insulinodépendant, ça peut être une sclérose en plaques, quelque chose qui empêche l'activité. Donc on va accompagner cet indépendant. Donc quand on dit indépendant, souvent les gens ont du mal à... Je refais un petit peu une définition des termes, mais les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un indépendant. Est-ce que je suis indépendant? Est-ce que je suis salarié, non salarié, etc. En fait, c'est son propre patron, comme on dirait. Donc, on dit l'entreprise patrimoniale ou être son propre patron. Donc, travailleur non salarié, même si on peut être salarié de soi-même. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Mais ça va être le commerçant, ça va être l'agriculteur, ça va être l'infirmière, le chef d'entreprise, que je suis moi aussi, puisque je suis dirigeante d'entreprise historiquement et que j'ai été malade aussi, mais bien avant que CARE13 n'existe. Donc tout ce que Anne-Paul a connu, je l'ai connu, et l'hospitalisation, les difficultés à gérer l'activité, etc. Donc aujourd'hui, CARE13, comme à l'origine, comment on les accompagne? Donc on les accompagne pour faire le point de leur situation administrative. Essentiellement au début, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu une prévoyance? Qui êtes-vous finalement dans votre entreprise? Et paradoxalement, moi qui suis actrice également dans la création d'entreprise, les gens, quand on leur demande ce qu'ils sont, et les trois quarts du temps, ils sont tellement dans leur activité, dans le peps, dans l'enthousiasme, la niaque, etc., de l'activité, avec le petit clin d'œil qui va bien. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, mais c'est ça en fait. On est tellement dedans que finalement, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est gérant, minoritaire, majoritaire? Souvent d'ailleurs, c'est le comptable qui a géré, et les gens ne savent pas trop. Et le jour où ils sont malades, ils savent encore moins, parce que là, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Donc nous, on est là, et surtout Christine est là, notre chargée de mission, Christine Patou-Gavaudan, qui est psychologue du travail et qui est notre chargée de mission salariée, est là pour dépatouiller la situation. Avec des termes pratico-pratiques, on dépatouille la situation. Qui vous êtes, d'un point de vue administratif? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez prévu? Malheureusement, c'est pas prévu, ou c'est mal prévu, ou on ne sait pas où sont les papiers. Enfin, c'est vraiment, on est ça peut être vraiment très pratico-pratique. Donc, nous sommes une équipe de bénévoles. Moi-même, je suis bénévole. Nous avons un conseil d'administration. Nous avons une 50aine de bénévoles qui sont des indépendants aussi, ou parfois même des salariés de structure quand ce sont des assureurs ou des banquiers, qu'on va aller solliciter toujours de façon bénévole. J'insiste sur le fait que le service est gratuit pour l'indépendant, pour aller dépatouiller une problématique d'assurance, de prévoyance, de banque. On a des partenariats avec les institutions, donc l'URSSAF, la CARSAT. Il y a un dossier d'URSSAF, on va appeler l'URSSAF. On a tout un réseau vertueux autour de nous. Nous sommes financés par des dons privés. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous les dons, même les plus petits, sont les bienvenus. Nous avons également des subventions d'institutions, type la région, la ville de Marseille, le département. Nous avons une fondation qui nous accompagne également, la fondation GIMS. Chaque année, il faut retourner, bien évidemment, pour chercher des fonds pour nous accompagner. Donc, voilà comment on travaille. C'est-à-dire que la personne arrive avec son dossier administratif et nous, on dépatouille. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, au bout de 10 ans, on a aidé à peu près 1000 entrepreneurs depuis la création, au rythme de 200
par an aujourd'hui. La difficulté qu'on a aujourd'hui et ce qui nous fait regarder les choses différemment maintenant, grâce aussi au regard de personnes comme Anne-Paul, c'est on ne peut pas continuer à n'avoir qu'à constater qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si en amont, on n'a pas pris le bon contrat, si on n'est pas organisé, si nous, on n'a pas de baguette magique. Donc, et constater qu'on ne peut rien faire ou qu'on peut faire du colmatage, c'est juste pas possible. Donc, aujourd'hui, au-delà de l'accompagnement des indépendants, on a ce discours vis-à-vis des autres, ceux qui ne sont pas encore malades. Se dire, de la prévention, s'il vous plaît, prévoyez. Parce que, certes, alors je suis complètement en adéquation avec ce qui était dit avant, et je l'ai vécu par moi-même. La maladie, c'est quand même la galère, hein, clairement, et puis on ne la souhaite pas. Mais en même temps, c'est une opportunité. On ne va pas dire une chance non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est une opportunité. Enfin, moi, réellement, ma vie a changé le jour où je suis tombée malade. Alors, bien évidemment, par mon quotidien, mais depuis, je n'ai plus du tout le même regard sur les choses. Mon activité, effectivement, qui est mon bébé, parce que c'est notre activité, c'est notre bébé, comme un enfant, hein, parallèle et facile, c'est notre enfant. C'est ça qui nous fait tenir. Donc tout ça, quelque part, on est malade, mais on a la chance, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui nous fait tenir. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, notre mission a un peu évolué de par là, en fait. Et on dit aux gens, essayez de prévoir. Parce que même si vous avez prévu, le fait de prévoir, c'est pas pour autant que ça va. Voilà, c'est pas pour autant que ça va vous arriver. Les gens ont un peu une politique de l'autruche en disant, mais moi de toute façon, moi qui encore une fois travaille dans la création d'entreprise et le financement de la création d'entreprise par d'autres mandats bénévoles que j'ai, les gens disent non mais moi je serai jamais malade. Bon, d'accord. Chantal, je t'ai entendu quand on a fini la visio, j'ai regardé tous mes contrats de prévoyance. Voilà, parfait. Donc du coup, moi je vais y aller là. Voilà, mais faut le faire maintenant, s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, prévoyez aussi votre absence dans votre activité. C'est-à-dire que j'ai un contrat de prévoyance, c'est pas lui qui va aller allumer l'ordinateur, ni trouver le code, ni signer les chèques. Donc, contrat de prévoyance, super, mais où sont les clés? Qui signe les chèques? Comment mon activité est organisée quand je n'y suis pas? Et ça, c'est vraiment, et ça rebondit à ce que dit, et ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire qu'on y pense quand on est là empêché. Quand on est au pied du mur, en gros. C'est ça. Donc, vous développez toujours évidemment de l'accompagnement, mais également aussi de la prévention. Tu m'as parlé de boîte à outils. Voilà. Également, donc toutes les boîtes à outils, c'est vrai d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, même si on a plus ou moins prévu, mal prévu ou pas prévu du tout. C'est vrai que vous structurez aussi, vous pensez à la place des gens. Exactement. Comme ça a été dit tout à l'heure, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'on devrait faire, mais il faut quelqu'un. Et il faut quelque chose qui nous mène sur le chemin. L'indépendant est indépendant, mais il a quand même besoin qu'on lui tienne la main. Et même s'il sait qu'il devrait faire d'une façon ou d'une autre, c'est pas facile de se dire tiens, ce matin je vais faire comme ça. Non, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir, notamment l'activité, qui vont venir empêcher ce discours vertueux que tu as eu tout à l'heure, de dire voilà, j'ai été empêché, tant pis, je vais me réorganiser. Mais ça, c'est quand on a toute sa tête et quand on est proactif dans cette démarche-là. Et tout dans notre vie quotidienne d'indépendant nous empêche quelque part ou nous pousse vers la situation d'avant. On dit on n'a pas le temps, on ne fait pas. J'ai pas le temps d'aller chez le médecin parce que j'ai mon activité, je ne vais pas aller chez le médecin. Le grand danger de cette situation-là, c'est la précarité, bien évidemment, financière que ça entraîne et surtout le renoncement aux soins. Parce que quand j'ai eu le cas la semaine dernière dans le cadre de mon activité à moi, par ailleurs, une personne qui me dit « mais moi je ne viendrai pas à mon rendez-vous cardio alors que je suis porteur d'un pacemaker et que j'ai mal au bras gauche parce que j'ai 50 clients qui arrivent ce midi dans le restaurant et que mon salarié n'est pas là ». Donc, quand il a annulé le rendez-vous, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte? Il me dit, vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut, et c'est tout l'objectif, et on en parle souvent, l'objectif, c'est justement de trouver des solutions pour éviter d'aller à ces extrêmes-là, au-delà de la théorie, pratico-pratique. Là, comment je fais ce midi? J'ai 50 clients qui arrivent à manger. Comment je fais? C'est du prévoir sans soi. C'est ça. Savoir prévoir ça, c'est sans juste soi. compliqué. Même si on sait qu'il faut le faire, il faut être accompagné. Je voulais juste rajouter également une chose par rapport à ce qu'a dit Anne-Paul. L'association d'Anne-Paul, c'est quelque chose de fantastique parce qu'au-delà de ce que nous, on fait, on a besoin de mettre un peu de légèreté dans le sujet.
Parce que moi, très souvent, quand j'en parle, les gens regardent leurs chaussures parce que je leur dis prévoyez. On te regarde, Chantal. On te regarde. Voilà, non, mais quand je dis ça, je barbe au bout d'un moment parce qu'il est bien gentil, mais prévoir, voilà. Sauf que quand on y met du peps, et ça, Anne-Paul sait le faire, quand on y met aussi tout ce qui va autour et qu'on sent les énergies autour, ça, c'est ce qui nous fait progresser. Donc, nous, on était là, et le fait que le public d'acteurs autour de cette problématique s'étoffe, c'est juste génial. Merci Chantal. Je pense qu'on aura l'occasion d'interagir sur d'autres sujets. Je vais passer à toi, Marjorie. Marjorie, elle m'a dit quelque chose aussi également qui m'a bien marquée. Je pense que tu vas nous le révéler. Autour, si, parce que moi, tu m'as vraiment, ça reste évidemment dans ce que tu viens de dire et c'est une transition parfaite dans la dynamique, c'est pas rigolo, mais on peut le rendre fun. C'est ce que tu m'as dit aussi, Anne-Paul. Aujourd'hui, les événements concrets, c'est vraiment aussi pour prendre conscience de certaines choses avec une certaine légèreté, parce que déjà, c'est lourd au quotidien. Je te laisse la parole, Marjorie. C'est compliqué, tu veux que je révèle tout de suite cache tout de quelque chose suite comme ça. Pas de suspense. Est-ce qu'on parle du mode projet ou pas? Grave. C'est ça. Okay. Non, quand on a échangé, effectivement, il y a cette phrase que je t'ai dite, mais qui n'est pas de moi. Hein. Des fois, on fait des citations d'auteurs connus, et là, c'était une personne. Alors, je ne sais pas si je règle pas bien le micro, pardon. D'une personne que j'accompagne depuis plusieurs mois et qui m'a dit moi, la maladie et mon cancer, je le gère comme un projet. Voilà. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit ah bon, mais comment est-ce possible en fait? Et on a passé un long moment à échanger dessus et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on est submergé par l'annonce, il se passe quelque chose, ça crée un électrochoc, il y a plein de rendez-vous qui tombent. Et tout d'un coup, en fait, finalement, la maladie et le cancer, mais pas que, encore une fois, ça devient l'intégralité de l'agenda, en fait. Et donc, ça prend toute la place. Donc, qu'on soit entrepreneur ou salarié, d'ailleurs, ou en arrêt maladie même. En fait, nous, aujourd'hui, à l'ANIAC, on accompagne aussi des gens qui sont en arrêt maladie et qui ont des agendas de ministres, en fait. Entre les soins, entre les rendez-vous de paramédicaux, entre toutes les activités qu'ils avaient déjà par ailleurs et qu'ils n'ont pas envie de lâcher, le sport qu'on vous dit qu'il faut absolument faire, il y a plein d'injonctions, etc. Et on se retrouve effectivement à se dire, en fait, peut-être, je peux voir la chose sous un autre angle et me dire, cette maladie, c'est, comme vous l'avez dit, les uns les autres, une opportunité de voir les choses autrement, de m'organiser différemment, sans non plus surcharger l'emploi du temps. Mais voilà. Et donc, elle m'a partagé tous ces petits trucs où comment elle fait au quotidien. Et ce mot est resté. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a un peu lancé notre échange la dernière fois. Ça reste un peu dans la dynamique de cette table ronde, puisqu'aujourd'hui, on essaie d'aborder les choses de manière un peu disruptive et de se dire que la maladie, on va la combattre, mais pas en s'apesantissant, en étant plutôt proactif. Au niveau de cette période-là, quand on vient t'annoncer que tu es malade ou quand tu es malade, tu m'as dit que c'est une période aussi complexe que créative. Donc, je vais laisser la parole à Marjorie, mais par contre, Anne-Paul, qui est déjà créative de base, tu vas nous expliquer si c'est encore un petit peu plus augmenté ta créativité. Et tu m'as dit que voilà, souvent, dans ces périodes-là, les personnes s'introspectent, réfléchissent évidemment beaucoup, au-delà de l'effet d'annonce qui est quand même assez percutant. Ils changent de vie, ils viennent réorienter, ils prennent du recul, ils priorisent. Oui, mais comme tu dis, effectivement, dès qu'on a cette annonce-là, en fait, nous, à l'ANIAC, on accompagne des personnes qui sont à différents moments. Donc, il y a des personnes qui sont encore en soins, des personnes qui sont en recherche d'emploi, des personnes qui sont indépendantes, des personnes salariées, des personnes qui ont déjà repris le travail, des fois en mi-temps thérapeutique. Et en fait, on va intervenir sur tout ce moment-là, sur un questionnement profond en fait, qui se fait de toute façon face à n'importe quelle maladie, de se dire, en fait, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Alors, on a plein de situations différentes et c'est là où, effectivement, on devient plus ou moins créatif et où on se pose des questions. Mais de se dire, en fait, soit ce métier-là, c'était le mien, c'est mon rêve, c'est la maladie n'y changera rien et j'ai envie de continuer à faire ce métier. Par contre, les conditions vont changer. Je ne vais pas pouvoir continuer à l'exercer comme ça, avec ce rythme-là, avec ces contraintes-là. Et ça demande d'être créatif, et comme tu le disais, soi-même, mais aussi avec son patron. Et quand on est son propre patron, avec soi-même, des fois, c'est pas toujours, on n'est pas toujours son meilleur patron. On n'est pas très indulgent parfois. Donc oui, on accompagne ce process-là de réflexion complète qui se fait. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles ont traversé la maladie, se disent, en fait, c'est plus possible de retourner à ce que j'étais avant, à ce que je faisais avant.
En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps dans ce métier, ou il y a des gens qui disent ce métier m'a aussi, d'une certaine façon, amené cette maladie, à pousser à cet épuisement professionnel, et vont venir se questionner et reposer un projet professionnel complet. Et ça, quels que soient les âges où on accompagne les personnes, ces questions-là, elles reviennent systématiquement. Je ne vois pas de critères. Et pour remettre une petite touche un peu de peps aussi, là, donc on a lancé un nouveau groupe à Marseille là, qui a démarré il y a 1 mois. Et moi, c'était le premier groupe que j'animais. Avant, j'étais sur les accompagnements individuels. Donc, on attend, on espère que l'alchimie va se faire. On voit que ça prend. J'avais déjà animé plein d'autres groupes, mais pas autour de la question de l'emploi et de la maladie. Donc, je teste un peu les choses. Et en fait, ça prend, ça fonctionne bien. Et la semaine dernière, on était en train de réfléchir au nom du groupe. Et donc, c'est parti dans tous les sens. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc qui liait ce groupe. Il y avait 2 valeurs hyper fortes. C'était la créativité et l'humour. Donc, c'est peut-être pas vrai pour tous les groupes, mais en tout cas, pour ce groupe-là, c'est vrai. Et je me dis, c'est 2 piliers hyper importants dont on peut se servir au quotidien dans la maladie. Et ensuite, quand on reconstruit son projet professionnel, comme tu disais, il faut être prendre un peu de recul, se dire, bon, allez, là, on peut plaisanter avec le phoning, même si moi, ça me fait vraiment pas rire. Franchement, je trouve que bon, voilà. Mais c'est une manière de voir les choses, en tout cas. On l'aura pas vu. Au niveau de la volonté d'engagement, tu parlais de la volonté d'engagement, donc évidemment dans le changement, c'est-à-dire dans le changement de métier peut-être, dans le sens que tu vas mettre, que nous allons mettre dans ce que nous allons faire quand on se met à la place, en fait, on se transpose. Il y a aussi une volonté d'engagement bénévole. Aujourd'hui, Anne-Paul, je pense que tu n'avais pas besoin de toute cette charge de travail, mais en même temps, elle est ultra importante, elle est corps et âme, et on est tous corps et âme avec toi en plus, donc c'est ça qui est hyper chouette, en plus on d'être entend un peu corvéable, de loin comme ça. Corps et âme. Corps et âme. Tu n'as pas dit corvéable, j'espère, attention, hein. Bon, merci. Vraiment qui nous emmène au-delà d'être peps, tu as su aussi autour de toi entourer des personnes, embarquer des personnes, t'entourer des bonnes personnes, pardon. Oui. Moi aussi, des fois, ma langue fourche. Comment tu l'as vécu, toi, ce changement qu'est-ce qui a basculé à un moment donné pour que tu penses à créer cette association ou autre chose, d'ailleurs? Grande histoire. Alors, tout simplement, à l'issue de cette maladie, je me suis dit que l'impossible est possible. Aussi simple que ça. Comme tu disais, Marjorie, je ne reviendrai pas à la vie d'avant, ça c'est hors de question, parce que celle que je me suis créée, même avec cette maladie, est quand même beaucoup plus folle et plus sympathique qu'avant. Donc, aussi bien professionnellement parlant, les barrières tombent, au niveau de l'entourage familial et de tout ce qui s'ensuit aussi. Et surtout, j'ai eu cette idée folle de monter cette association, je vous le dis, donc je ne dormais pas beaucoup. En juin 2023, et je me suis dit pourquoi pas faire une association d'une manière complètement différente, en mettant en avant un sujet dramatique dans des lieux atypiques et d'une manière ludique. Ça rime, c'est magnifique. Ça aussi, c'est magnifique, ça rime, c'est sublime. C'est ton nouveau slogan. Voilà. Et quoi d'autre que de le mettre de cette façon-là, très colorée, avec ce système ce concept d'événement couplé avec des échanges et de partage, avec ce côté complètement fou qui me plaît, et ça me sert énormément aussi dans ma vie professionnelle. Donc cette association, l'idée démarre tout doucement, mais pour arriver à quelque chose de plus grand et de plus gros, et ensemble, pour pouvoir partager cette folie mesurée. Moi, je voulais rajouter une chose, si tu me permets, par rapport à ce que vient de dire Anne-Paul. Il y a un élément qui est très important, c'est grâce à ce type d'initiative, on arrive à mélanger les genres. La maladie, pour un dirigeant d'entreprise, c'est comme la difficulté de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous allez dans une réunion de dirigeants d'entreprise, on parle de quoi? On parle de...
je suis débordée, j'ai plein de rendez-vous, j'ai un chiffre d'affaires de folie, ma société va très bien, alors que des fois le lendemain on s'aperçoit qu'ils sont au tribunal de commerce, mais voilà. Donc parce qu'en fait on n'a pas le droit dans ce type d'activité, on ne se donne pas le droit de dire que vous avez moins les moyens, j'en peux plus, j'ai perdu un client. Et jamais, quand vous allez dans une réunion de dirigeants d'entreprise, jamais vous dire j'ai perdu 2 clients hier, ça va pas du tout, j'ai un découvert à la banque, enfin jamais on parle de ça. Et encore moins, je suis fatiguée. Alors que là, on peut, avec des moyens comme une animation musicale, tout simplement de la relaxation, on arrive à faire venir d'autres gens qui ne se sentent pas concernés. Parce qu'aujourd'hui, et grâce à ce type d'initiative de moins en moins, mais globalement quand même, il y a 2 mondes. Il y a ceux qui réussissent et puis il y a ceux qui ne réussissent pas. Il y a ceux qui sont en pleine forme et il y a ceux qui sont malades. Et en faisant ce genre d'initiative, ça interpelle et par d'autres sujets, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, par la musique, par la rencontre, par la détente, par du slow un peu, et ça peut interpeller des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas pour l'instant touchés par la maladie, de se dire oui c'est vrai, pourquoi j'attendrais d'être malade pour mettre un peu de slow dans mon activité, pour par exemple mettre un canapé devant mon bureau et puis 10 minutes par jour aller m'allonger sur mon canapé pour dormir. J'ai pas besoin. Et donc je trouve que ça c'est ça qui est bien, c'est que ça va relier les 2 mondes. Alors, comme tout se fait pas en un jour, mais c'est une amorce de ça, et ça, c'est chouette parce que les 2 mondes vont se rejoindre, alors que d'une façon générale, et ça, c'est très franco-français, la difficulté, la maladie, on n'en parle pas, parce que c'est une forme d'échec. Et d'ailleurs, souvent, le dirigeant se sent coupable à la fois d'une difficulté de son entreprise et à la fois d'être lui-même affaibli. Il y a ce phénomène de culpabilité, que ce type d'initiative et auquel on concourt tous va permettre justement de réduire un peu cet effet-là qui nous isole davantage encore. Merci Chantal. Ça me permet de rebondir sur ce que tu disais quand on s'est vu au téléphone ou en visio, je ne sais plus. En visio, oui, tout à fait. Il n'y a pas de honte en fait, il n'y a pas de gêne. Aujourd'hui, la maladie et la non-réussite peut être honteuse. Aujourd'hui, on est là aussi pour désacraliser et dire qu'en fait, dans le partage et dans l'accompagnement, grâce à des associations comme nous, mais aussi des structures qui sont encore plus structurées, qui nous accompagnent encore plus au niveau du quotidien, parce que je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais, Chantal, et également Marjorie, sur de la confiance. La confiance, c'est difficile de faire confiance. C'est difficile de dire à quelqu'un, allez, ok, on va réorganiser mon agenda. Je suis chef d'entreprise, ok, aujourd'hui, c'est off. Mon jour est off, peut-être que j'ai une chimio, peut-être que j'ai un traitement, peut-être que tout simplement je suis fatiguée. Et c'est vraiment aussi faire confiance à quelqu'un et lâcher un petit peu plus, le lâcher prise pour aller de l'avant. Comment vous abordez les choses? Je sais qu'on parlait de psychologie du travail, mais comment vous abordez les choses, vous, dans vos 2 associations, par rapport au justement, sans que l'entrepreneur ou l'entrepreneure se sente dépossédé, en fait, ou en tout cas se sente amoindri, en tout cas... par rapport à ça, au niveau de la réorganisation du planning, par exemple. Alors, sur la réorganisation du planning, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je pense que je rebondis juste sur ce que tu disais, Anne-Paul. Il y a déjà quelque chose qui est très frappant, c'est que quand les gens arrivent, il y a souvent un souhait, en plus de j'ai envie de changer de vie professionnelle ou j'ai besoin de la réorganiser, c'est je voudrais rendre quelque chose à la société de ce que j'ai vécu pendant la maladie. Voilà, pardon, je t'ai spoilé la fin. Non, pas du tout. Et tu ne l'as pas du tout spoilé, mais je voulais que tu le dises en fait, donc merci. Mais c'est vrai qu'il y a ce retour et cet investissement qu'ont beaucoup de personnes aussi via des associations, etc. Donc ça, c'est une première chose, juste pour rebondir. Après, sur la confiance, c'est sûr qu'en fait... c'est un moment de doute profond. On se rend compte on a l'impression, comme tu dis, on n'est pas capable. On se remet beaucoup en question. On travaille avec une autre association qui s'appelle Oncogite parce qu'il y a plein de personnes qui disent en fait, moi, j'arrive pas à me rappeler. Le matin, on m'a donné une info. 2 heures plus tard, déjà, je m'en rappelle plus en fait. On est épuisé, etc. Donc, la confiance, elle va venir se restructurer à plein d'endroits. Je pense que les troubles cognitifs sont hyper important à accompagner. Enfin, vraiment, on se rend compte au quotidien, c'est important. Et après, il y a tout le travail de reformuler, là, je parle peut-être plus pour les salariés, mais refaire son CV, réapprendre à se présenter. Nous, on fait beaucoup d'exercices aussi sur est-ce que vous êtes OK de parler de la maladie, de votre parcours ou pas, en fait. Et chacun va avoir une démarche très différente là-dessus. Et aussi de se sentir soi-même en confiance avec les bons outils quand on réintègre son entreprise. Je sais que Sophie, notre présidente, elle y tient beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien, que
L'ANIAC, c'est aussi une association militante dans le sens où on a envie de donner des clés de pouvoir aux gens quand ils reprennent leur activité. Et nous, on parle d'activité au sens large, pas forcément d'emploi. On n'est pas sur des indicateurs de t'as retrouvé du job ou pas. En fait, c'est est-ce que tu t'es remis en activité? Est-ce qu'il s'est repassé quelque chose pour toi? Et aussi, quand on retourne en entreprise, j'ai le cas avec une personne là qui est dans le groupe en ce moment, qui est en mi-temps thérapeutique, et avec qui j'ai des discussions vraiment passionnantes et en même temps un peu déprimantes de comment elle n'est pas du tout accompagnée sur le droit et sur ce que l'entreprise doit mettre en place obligatoirement pour elle, en fait. Et donc déjà, de redonner ces clés juridiques toutes simples, ça fait que le lendemain, quand elle l'a fait la semaine dernière, il y avait une question sur la visite médicale, elle est revenue, elle m'a dit, bon, je leur ai demandé. Ça fait 2 mois qu'elle est revenue, ils n'avaient pas organisé sa visite médicale de reprise. Donc du coup, son poste n'était pas adapté. Moi, pour répondre à ta question, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est au début du mieux. Il y a eu le Covid, on en a parlé tout à l'heure. On est au début de la prise en compte. Nous, au niveau des indépendants, par exemple, c'est que depuis août 2021 que la médecine du travail peut prendre en charge un indépendant, alors qu'avant, elle n'était par la loi pas autorisée. Donc, on parle de quelque chose de très récent. Voilà, très récent. Donc, on parle de 2021. Donc, on est au début des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout autour de nous nous pousse à revenir à l'antériorité des choses. Et une des pistes, quand même, pour que ça s'améliore, c'est qu'on ne soit pas seul à avoir cette démarche en tant que dirigeant d'entreprise, à vouloir faire les choses différemment, à vouloir faire... donc, il faut créer autour de nous, il faut créer autour de l'entrepreneur un cercle vertueux et des gens qui vont travailler, on va dire, comme eux, dans le maître de ralentir, protéger. On parlait tout à l'heure de pouvoir se poser. Par exemple, c'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est très précis. Une avocate, même quand elle n'est pas malade, mais quand elle est tout simplement enceinte et qu'il faut qu'elle accouche, limite dans certaines situations, elle va accoucher dans la salle des pas perdus pour ne pas perdre le client à l'audience. Donc il faut créer autour de soi un cercle vertueux d'entraide dans son métier aussi. On est au début, ça va dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'en effet, pour répondre à ta question, tout ce qu'on dit, et tout ce que Christine, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, les gens repartent avec des idées ou des choses à faire et reviennent en disant « mais j'ai pas pu faire ». Donc c'est pour ça qu'on est au début de ce cercle vertueux, de cet environnement vertueux. Et moi, je suis très optimiste parce qu'effectivement, il y a eu ce fameux Covid qui nous a quand même mis en posture de résilience, qui a montré quand même les difficultés que tout le monde pouvait avoir, qui a changé les mentalités. Donc c'est pas gagné, mais on y va doucement, mais ça passe par une multiplication de situations identiques, parce que si vous êtes tout seul à dire moi je trie mes clients, les autres à côté ils les trient pas, hein. Parce que si tout le monde se met dans cette démarche là, comme ça a été le cas pour le Covid, de ralentir, moi je suis beaucoup sur le slow. On peut faire du slow business, ça existe d'ailleurs, la notion existe. On peut faire du business et mettre du slow. Mais si on est tout seul à le faire, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment partir là-dessus pour que tout le monde, salarié ou non, puisse atteindre ce niveau de sérénité et prendre soin de soi, tout simplement. Prennent conscience surtout, parce qu'aujourd'hui, on fait prendre conscience aux personnes qui ont été atteintes, qui sont atteintes ou qui seront atteintes de la maladie, de lâcher prise aussi, mais aussi de cette solidarité entre nous et d'accepter aussi, et je vais donner la parole à Arnaud, je crois qu'il voulait dire quelque chose, mais je reviendrai parce qu'on en a discuté toutes les deux. Arnaud, tu voulais intervenir, tu m'as fait un petit signe. Oui, tout à fait. Je t'en prie. Il faut appeler Arnaud. Faut appeler. Ah oui, ok. Il faut dire qu'il est en position défavorable, il est tout seul comme garçon. Mais... Oui. Ça s'appelle la mixité, Chantal. Là, juste sur l'organisation, je voulais juste apporter également un éclairage. Je crois qu'il y a, pour caricaturer, il y a peut-être 2 situations différentes. Il y a l'entrepreneur qui est seul. Tu évoquais l'avocate qui travaille toute seule, j'en connais une d'ailleurs. Et effectivement, quelqu'un qui travaille tout seul dans son activité va avoir un certain type de problématiques en matière d'organisation. Comment j'adapte mes objectifs, comment j'adapte mon agenda, comment j'adapte mon rythme de travail, et peut-être comment, encore plus que jamais, je romps l'isolement. Et puis après, il y a l'entrepreneur, celle ou celui qui a une équipe,
où là, tu évoquais potentiellement en plus la culpabilité, je suis malade, je ne suis pas à leur côté. Et comment je gère le fait que je suis moins présent dans l'entreprise avec une équipe? Qu'est-ce que je délègue désormais? Qu'est-ce que je continue de ne pas déléguer? Tu parlais de signature de chèques, de signer les virements, pour prendre des exemples très très concrets. Comment j'organise ça avec mon équipe? Et ça peut là encore être des déclencheurs extrêmement positifs parce que ça peut permettre d'apprendre à déléguer, ça peut permettre d'apprendre à faire confiance, ça peut permettre de découvrir des collaborateurs, des collaboratrices qui avaient un potentiel de dingue et que l'on n'avait pas vu à l'œuvre jusqu'à maintenant. Je me souviens un jour d'un chef d'entreprise, d'un client qui me disait qu'à partir du moment où il avait pris des mandats dans différentes organisations et où ce qu'il avait conduit à être très absent de son entreprise, il n'avait jamais été aussi bon en management qu'à partir du moment où il ne devait pas être dans son entreprise parce que ça lui avait permis de déléguer beaucoup plus, de beaucoup plus faire confiance, de faire grandir les différentes personnes de son équipe. Mais dans tous les cas, ça va être des sujets différents en matière d'organisation. Et là aussi, il peut y avoir des belles révélations et du tri. Entre de la même façon qu'on peut sélectionner ses clients, là peut-être qu'on va sélectionner ses collaborateurs, découvrir ceux qui sont fiables et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont impliqués dans l'entreprise et ceux qui le sont moins. Et ça peut donner là aussi lieu à de belles rencontres, à de beaux progrès. Et peut-être aussi qu'après la maladie, il n'y aura pas de retour à avant. On va dire, mais c'est génial d'avoir telle personne qui est autant autonome, finalement à qui je délègue des tâches que je n'aurais pas imaginé pensable de déléguer. Et je découvre même que cette personne les réalise même mieux que moi. Donc là aussi, il peut y avoir de belles rencontres, de belles découvertes. Après, sur les sujets, il peut y avoir des sujets plus graves, c'est-à-dire que dans la maladie, il peut y avoir une perte de compétences ou de moyens. On avait beaucoup évoqué le cancer, mais je pense à un client qui est atteint d'une dégénérescence de type Alzheimer, où il perd la mémoire, notamment la mémoire immédiate, et dans son métier, c'est un vrai handicap. Donc il faut apprendre parfois à composer avec une perte de capacité. Ça, c'est sans doute un sujet qui est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut parfois faire le deuil d'une capacité ou d'une compétence ou d'un moyen. Et ça peut être plus lourd à gérer et à absorber. Merci Arnaud, merci beaucoup. Anne-Paul, quand on a eu cette petite discussion, moi j'ai 2 amies qui sont atteintes de cancer, une qui est entrepreneur, l'autre non. Et je disais à Anne-Paul, je ne sais pas comment réagir. Parfois je ne sais pas comment les appeler, je ne sais pas leur proposer mon aide, je ne sais pas. Pourtant, Dieu sait si j'aime interagir avec les gens, mais là pour le coup, j'étais un peu... là dans le cas de l'entourage professionnel, alors personnel aussi, Anne-Paul, je vais te laisser me redire ce que tu m'as dit, parce que c'était super intéressant, je ne vais pas te spoiler, mais c'est de se dire qu'il faut aussi que nous, personnes aidantes, qu'on soit proches ou loin, ou moins proches, qu'on accepte aussi, qu'on ose. C'est ça que tu m'as dit en fait, un petit peu. Alors, tout simplement, on découvre dans ce processus-là, en tant que malade, notre entourage qui met vraiment les pieds sur des œufs. Hein. On ne sait pas où il faut marcher, ils sont en panique, ils ne savent pas par quel bout nous prendre, en tout cas comment nous parler, par peur d'être soit trop dramatique, soit trop superflu. Et tout simplement, j'aurais dit, non, il faut rester tel que vous êtes et au contraire, oser parce que c'est pas nous, on n'a pas la force ni la capacité et encore moins la concentration et la mémoire d'aller vers vous et de mettre en place des actions, on n'y arrivera pas. Donc tout simplement, j'aurais dit oser. Même si vous mettez les pieds dans le plat, c'est pas grave. Et ce qui se passe aussi dans ce cas de figure, et on me l'avait dit, mais je ne le pensais pas, c'est qu'on a plusieurs catégories de personnes qui vont se profiler autour de nous. Nous avons donc les personnes qui sont bienveillantes et qui vont nous soutenir corps et âme. Là, j'ai bien dit corps et âme. Pas l'inverse. Dévoués qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. On a les deuxième typologie de personnes qui sont là à dire on est là, on te soutient, mais on ne les voit plus du tout. Ils sont partis. Je sais pas, Gargamel est passé par là.
On a la troisième typologie de personne qui est tout simplement qui va prendre le malheur, votre malheur, qui va se le réattribuer et qu'on va devoir plaindre et gérer. Donc ça, c'est encore autre chose. Et après, on a toujours ceux qui, pour le coup, disent on est là, on te soutient, on fait tout ce qu'il faut, mais on reste loin. On a peur d'attraper ta maladie. Voilà, ça, c'est les plus beaux, ceux-là. Donc, voilà. Mais pour revenir à ce que tu me demandais, Catherine, il faut oser et il faut oser, mais surtout en fonction de la typologie de cancer que la personne peut avoir, il faut vraiment, le temps est précieux, il faut en profiter le plus possible. Donc, quitte à mettre les pieds dans le plat, il faut y aller, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Moi, je rajouterais quelque chose par rapport à ça, la réaction qu'on peut avoir. D'abord, on n'a pas de mode d'emploi. Tu n'as pas le mode d'emploi. Personne n'a le mode d'emploi. Quand on arrive devant quelqu'un, on se dit je vais le voir, je ne vais pas le voir. Il va penser que si je vais le voir, c'est parce que je pense que ça ne va pas, alors que ça fait longtemps que je ne suis pas allée le voir. Enfin, il y a et en plus, c'est lié à chaque personne. Chacun a sa perception des choses. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de recettes ni de règles. Et de toute façon, on ne la connaît pas. Moi, de mon expérience, avec le recul, je suis tombée malade moi, en 2007 et dans mon entourage très proche, je ne le citerai pas, mais aujourd'hui je peux le remercier, j'ai une personne qui est dans le déni, c'est-à-dire que lui, quand je dis lui, vous allez deviner de qui je parle, la maladie il ne peut pas accepter, il ne peut pas supporter que ses proches soient malades et donc du coup il est dans le déni. Et moi, à l'époque, j'acceptais moyen cette posture de déni. C'est-à-dire qu'il faisait comme si de rien n'était. Il parlait normalement, voilà. Et avec le recul, je m'aperçois qu'avec ma personnalité, ça m'a aidé. En fait, il n'a pas cherché, et ça c'est très personnel, il n'a pas cherché à me plaindre, il a fait comme... alors il voyait bien que, bon, évidemment, il s'adaptait, mais en même temps... donc du coup, j'ai continué ma vie autant que je pouvais, à mon rythme, à moi, mais je n'étais pas stigmatisée dans mon problème. Mais encore une fois, je trouve que c'est très personnel, ça. Et c'est difficile de reprocher à l'un de ne pas y aller ou à l'autre de dire je vais t'aider, puis finalement ou à certains autres qui ne veulent plus jamais entendre parler de la maladie et qui ne s'engagent pas. C'est très, très personnel et c'est très difficile. Donc, je pense qu'il faut y aller à l'instinct. Si on sent qu'on va y aller et qu'on va mal le faire, on n'y va pas. Et puis, voilà, je crois qu'il faut rester naturel et comme on le ferait pour soi, sans trop se poser de questions. Je crois que finalement, parce qu'à force de s'en poser, finalement, on ne fait pas et peut-être on va regretter après. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions et se le faire à l'instinct. Merci pour tous vos bons conseils. Ouais, je rebondis juste sur l'aspect accompagnement pro parce que je pense qu'il y a une différence entre quand on vit la maladie à travers un proche, quelqu'un qu'on aime, et quand on est dans une posture professionnelle. Et il y avait un conseil qui m'avait énormément aidée. Il y a quelques années, je travaillais pour un centre d'accueil pour femmes SDF et la directrice de l'association m'avait dit tu sais, en fait, on a tendance à penser que parce que les gens sont dehors, l'urgence, c'est de trouver un toit. Et elle me dit pas du tout. Donc elle me dit quand tu discutes avec les gens, pars de leurs besoins, écoute-les en fait. Et en fait, je me rendais compte que 9 fois sur 10, quand les femmes me parlaient, elles ne me parlaient pas du tout de leur galère de logement. Elles me parlaient de plein d'autres choses. Elles avaient besoin de prendre une douche, elles avaient besoin d'appeler leur gamin, de recharger leur téléphone, de discuter avec des copines. Et en fait, c'est un conseil que j'ai gardé pour moi quand j'accompagne des personnes, c'est de toujours partir du besoin. J'essaye de ne pas avoir d'a priori, c'est pas toujours évident, mais des fois il y a quelqu'un qui s'assoit en face de moi qui commence à me parler de toutes ces galères d'argent et je me dis ça va être le besoin. Et en fait 3 minutes plus tard je me rends compte que pas du tout. En fait le besoin c'est mais c'est trop bien de venir au groupe, de faire du lien, de voir des gens et c'est ça le vrai besoin. Donc des fois d'avoir de taire un petit peu l'instinct qui veut ce que j'appelle aussi le petit sauveur là qui veut très très vite aller trouver une solution et c'est pas toujours celle-ci la bonne en fait. Donc, voilà. Arnaud ? C'est super intéressant cet échange sur ce sujet et ça fait le lien je trouve finalement avec la démarche commerciale parce que la démarche commerciale c'est de la relation interpersonnelle, c'est le management, c'est de la relation interpersonnelle, la négociation c'est de la relation interpersonnelle. Et il y a un biais, c'est une expression d'ailleurs souvent que les gens emploient, disent « Ah, moi je traite les gens comme je veux être traité ».
Pas du tout, c'est une catastrophe. C'est un biais cognitif qui nous conduit dans une erreur 9 fois sur 10. Il ne faut pas traiter les gens comme on veut, nous, être traités. Il faut les traiter comme eux veulent être traités. Et ça, c'est très vrai, finalement, dans l'ensemble de nos relations interpersonnelles. Que ce soit le soutien à quelqu'un, à un proche ou un moins proche qui est malade, ou finalement une négo, ou finalement une relation de management, ou une relation commerciale. Concentrons-nous avant tout sur le besoin de l'autre. Et en fait, le besoin de l'autre est chaque fois spécifique. Méfions-nous de nos préjugés ou de nos généralisations. Vous savez, c'est le type qui rentre de voyage d'Australie. Il me dit, il rentre d'Australie et il me dit, les Australiens, Chantal, ils sont vachement sympas. Ah bon ? Il a rencontré 4 Australiens, le pauvre. Mais à la base, grâce à cette rencontre de 4 Australiens sympas, il en déduit que tous les Australiens sont sympas. Non, il y a sûrement de sinistres cons chez les Australiens, forcément. Forcément, c'est obligé, sinon on le saurait quand même. On irait tous en Australie. Donc forcément, il y a des cons australiens. Et méfions-nous de la généralisation. C'est pas parce que j'ai rencontré 2 femmes SDF qui avaient besoin de recharger leur portable, j'ai bien écouté ce que tu as dit, Marjorie, j'en déduis que toutes les femmes SDF n'ont qu'un seul besoin, recharger leur portable. Donc la prochaine fois que je vais recroiser une femme SDF dans la rue, j'ai retenu madame, voici un chargeur de portable. Non. Il faut chaque fois écouter le besoin parce qu'en fait, l'autre va être chaque fois spécifique. Et ça peut bien nous servir dans l'ensemble de nos relations interpersonnelles, en fait. Il y a une autre, dans les accords Toltec, je ne sais pas si Oui. ça vous parle. Alors, il y en a 4, mais je ne retiens pas tous. Il y en a 2 qui me plaisent bien. C'est ne pas présumer, ne pas penser à la place de la personne et faire de son mieux. Donc, quand on part de ça, finalement, j'ai fait de mon mieux. Je me suis peut-être plantée, mais j'ai fait de mon mieux. Et je ne présume pas de ce que va penser la personne. Je ne me fais pas des idées, en fait. Et je trouve que ne serait-ce qu'arriver à pratiquer ça, c'est plutôt positif. Et dans ta situation dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les appelle ? Comment je me mets, etc. Mais en fait, tu fais de ton mieux à la hauteur de tes connaissances. Et voilà. Et puis, tu présumes pas tu vas pas t'imaginer que, à la limite, tu leur poses la question et comme ça, le problème est réglé. Et c'est ce que je vais faire. Écoutez, merci. Demain, je vais appeler mes amis, je vais leur poser. Non, en tout cas, c'est un petit. Non, mais c'est intéressant parce que là, je prends mon cas. Parce que je me permets de vous poser cette question. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont dans mon cas et qui n'osent pas trop. C'est très intéressant. Je rebondis sur le propos d'Arnaud également, sur la relation interpersonnelle, faire de son mieux et également ne pas présumer de ce que pense l'autre. Arnaud, il nous a dit une phrase, qui était super importante sur la communication. C'est vrai ? Oui. Laquelle est-elle ? Parce que moi, je l'oublie après. Tu l'as noté, j'espère. Oui, je l'ai noté, mais là, je la cherche et je ne la retrouve plus. C'était tout ce qui peut être compris de travers l'est. Oui. Pourquoi ? On parlait de ça avec Anne-Paul sur, donc là, les autres envers les personnes qui sont atteintes de la maladie, mais les personnes malades, comment communiquent-elles ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être clair ? Tout à l'heure, on parlait de maladies honteuses, on parlait de gêne, on parlait de relations interpersonnelles, et c'est là que tu m'as dit, tout ce qui peut être compris de travers l'est. Oui, ça c'est un axiome qui est extrêmement vrai en communication d'une manière générale. Oui, tout ce qui peut être compris de travers le sera. Et pour revenir sur cette notion de maladie honteuse, de culpabilité du chef d'entreprise, il y a un certain nombre d'expressions dans la vie de tous les jours qui me révulsent, et notamment celle de maladie honteuse. Je me demande bien comment une maladie pourrait être honteuse. Il n'y a pas de maladie honteuse. Ça n'existe pas. Il y a une maladie, malheureusement, on pourrait dire une saloperie, ça oui. On peut la traiter d'un certain nombre de gros mots, ça volontiers. Mais une maladie honteuse, non, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui a une maladie, ou plus largement, si on étend ça, je me sens coupable de je ne sais quoi, ou je suis impressionné par telle audience, ou je suis mal à l'aise pour tel ou tel sujet, on a tendance à garder pour nous ce problème, et l'autre va mal interpréter notre comportement. On va dire, tu as vu, Chantal, elle a fait la gueule toute la soirée. C'est tout en toi, Chantal. C'est vrai que j'ai souvent la gueule. Donc, on va dire, Chantal fait la gueule, mais tu as vu, c'est parce qu'elle nous aime pas, c'est parce qu'elle n'était pas contente d'être là, ou je ne sais quoi. Et on va mal interpréter. Alors que si Chantal nous dit, voilà, excusez-moi, vous allez me voir de temps en temps faire la grimace.
Moi, il m'est arrivé un petit accident cet été, j'avais l'épaule bloquée. C'est pas de ma faute. Hein. Absolument pas, Chantal, on n'y est pour rien. Et ça me faisait horriblement mal. Et c'est vrai que je démarrais notamment mes visios, parce qu'une réunion à distance, l'hôte ne voit pas que vous avez l'épaule bloquée. Et je mettais les pieds dans le plat, je dis voilà, vous me verrez de temps en temps faire la grimace. C'est pas en réaction à vos propos, c'est pas parce que je suis pas content d'être là, c'est parce que j'ai fait une chute de moto, j'ai horriblement mal à l'épaule et je me la tiens de temps en temps. Et de temps en temps, vous me verrez faire la grimace parce que j'ai mal à l'épaule. Ah d'accord, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Et même ça a permis de faire un petit off pendant 2 minutes, mais expliquons ce qui fait qu'on va pas bien, ce qui fait qu'on fait la tête, ce qui fait que peut-être on devra s'absenter toutes les 10 minutes dans la réunion parce qu'on doit se lever, parce que le traitement provoque un certain nombre d'inconvénients qui nous conduit à aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Enfin, expliquons les choses simplement. Il n'y a pas de maladie honteuse. On n'est pas non plus obligé de se répandre en détail plus ou moins scabreux. Ça, c'est peut-être pas la peine. Effectivement, le client n'est peut-être pas désireux de connaître tous les détails, mais expliquons à minima ce qui peut perturber une réunion, perturber un mode de communication non verbal. Parce que si, par exemple, on se tient un membre ou qu'on fait des grimaces, c'est pas en réaction négative aux propos de l'autre, c'est juste parce qu'on a mal. Et le fait de délivrer cette explication rend la communication plus fluide et surtout évite les mauvaises interprétations, parce que tu as évoqué les 4 accords Toltec, ne faites jamais de suppositions. Mais malheureusement, tous les clients n'ont pas lu les 4 accords Toltec ou ne les appliquent pas. Et donc, ils font des suppositions et nous-mêmes, on fait des suppositions. Ah ben tiens, c'est une femme SDF, elle a tous les coups, elle a besoin d'un chargeur de portable. Et on fait des suppositions de travers. Merci Arnaud, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Enfin, je suis un peu émue moi aussi parce que c'est la première table ronde que j'anime. Ah non. Non, c'est pas la première que j'anime tout court, mais c'est la première pour l'association. Et c'est très particulier pour moi. Donc, merci de la confiance que tu m'accordes, Anne-Paul. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à Bruno qui est derrière la caméra et qui vient de capter toute cette table ronde que vous retrouverez en podcast et sur notre chaîne YouTube. Et je vais vous laisser profiter de la soirée. Merci beaucoup. Et on peut tous s'applaudir, je crois. Partagez le podcast Cancun et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram Cancun Festival et toute l'info sur notre site internet cancunfestival.fr. À bientôt.